Bonsoir, bienvenue pour ce premier prix du Cercle du Leadership. Je suis très heureuse d'être parmi vous pour cette première édition. Permettez-moi de me présenter. Je suis journaliste économique sur LCI. Je m'appelle Isabelle Gouna-Lévy. Alors ce prix, il est organisé en partenariat avec TF1 LCI, avec le magazine Management et puis bien sûr avec le Cercle. Eh bien, je vais demander donc au directeur du Cercle, Philippe Battier, de bien vouloir me rejoindre sous vos applaudissements. Bonsoir Isabelle. Un mot de bienvenue pour nos invités. Bien sûr, avec plaisir. Bonsoir à tous. Bonsoir à nos hôtes qui nous reçoivent dans ce magnifique auditorium de TF1. Merci Nance Polini de votre accueil. Bonsoir à nos invités qui sont particulièrement nombreux ce soir, qui nous découvrent pour la première fois et qui, j'espère, apprécieront nos travaux. Et puis, bien sûr, bonsoir à nos membres que j'ai toujours plaisir à retrouver. Dans un format un peu plus solennel que d'habitude ce soir, un peu plus distant, un peu plus impressionnant. J'espère que je vais être à la hauteur. Vous êtes Isabelle, déjà à la hauteur, Philippe, il n'y a pas de souci. Je compte sur vous. Non, pas de problème. Merci. Avant de démarrer, donc, je voudrais vous poser quelques questions. On va aller s'installer donc, au coin, on va dire, au coin talk. Alors d'abord, Philippe, pourquoi un prix du leadership cette année ? D'abord, nous avons vraiment pris le temps, depuis que cela fait 5 ans que le Cercle du Leadership existe. Cela fait 5 ans que nous réfléchissons à cette question du leadership avec nos membres, qui sont des dirigeants qui appartiennent à toutes les fonctions de l'entreprise. Et finalement, il nous a fallu ce temps assez long. Cela fait 5 ans aussi que nous essayons d'améliorer notre propre leadership et d'inspirer celui de nos organisations. Il fallait un temps de maturation. Et maintenant que nous avons sans doute une meilleure vision de ce que peut être le leadership, qui est une question très complexe, nous nous sentons autorisés, prêts en tout cas, à donner un prix du leadership à une personnalité parce que nous souhaitions justement que quelqu'un soit honoré sur ce seul critère du leadership qui est toujours plébiscité, mais finalement jamais honoré. Et c'est aussi un moyen pour nous de faire incarner nos idées par une grande figure et donc de contribuer ainsi à mieux les diffuser. Alors justement, quelle est finalement votre vision du leadership ? D'abord, est-ce qu'on peut définir justement qu'est-ce que le leadership et notamment comment est-ce que vous le voyez ? Alors la première chose à dire, peut-être avant de répondre précisément à votre question, c'est qu'il y a en réalité plusieurs manières d'exercer un leadership. On pense de prime abord au leadership de conquête qui est basé sur l'énergie, qui est basé sur la puissance, qui est basé sur le courage aussi. Bonaparte au pont d'Arcole. Voilà, ça c'est vraiment l'image typique. Ouais. Oui, je sais qu'il y a un Corse dans la salle, donc voilà. Donc, mais alors, ce leadership-là est parfaitement respectable, mais il y en a d'autres. Il y en a d'autres, et notamment à l'autre bout de ce spectre, si on peut dire, il y a aujourd'hui un leadership qui s'affirme, qui est le leadership de soutien, de lâcher prise, voire d'effacement, ce qui peut paraître paradoxal. Là, l'image qui vient en tête, c'est plutôt celle du pasteur qui est derrière ces brebis et qui leur dit, voilà, avancez, prenez des initiatives. C'est un leadership qui est basé sur la confiance, qui est assez redoutable lorsqu'il est bien fait. Et puis, pour en citer un troisième, vous avez le leadership partagé, qui est très inspirant pour beaucoup de gouvernances d'entreprises aujourd'hui, notamment de start-up, mais pas seulement de start-up. Et je sais que dans nos nominés, beaucoup de personnes se réclament de ce leadership partagé. Voilà, 3 exemples. Mais c'est là que je voulais en venir et je vais répondre à votre question. S'il y a plusieurs manières d'exercer un leadership, il y a une chose qui est commune à tous les grands leaders. Et ça, c'est là que nos 5 ans d'expérience au Cercle nous permettent d'être assez affirmatifs parce que non seulement nous l'avons appris, mais nous l'avons éprouvé ensemble. C'est que le leadership est un don de soi. Je dis un don de soi au sens où on l'entend d'un acteur qui entre sur scène et qui se donne à son public. C'est une prise de risque permanente, c'est une exposition personnelle. Tous les leaders ont ça en commun. Ils ont cette faculté d'aller extirper d'eux ce qu'ils ont de plus fort et de le donner sans réserve aux autres. Ce qui veut dire au passage, mais au passage seulement, parce qu'on n'aurait pas le temps, que s'ils se donnent sans réserve, il faut aussi, nous, être capables de les accepter en bloc, avec cette immense part de lumière qu'ils nous donnent, mais aussi, parfois, avec cette part d'ombre. Le leader, en tout cas, n'est pas un saint.
Alors on a évidemment tous très envie de savoir finalement comment vous avez constitué ce prix, sur quels critères vous avez basé ce prix. Alors nous avons donné quelques orientations assez générales à nos membres pour qu'ils fassent remonter un certain nombre de candidatures. Je dirais que finalement la plus importante, c'était de leur dire de ne pas proposer des personnes de leur entreprise ou de leur entourage personnel ou professionnel immédiat, voilà, pour éviter les conflits d'intérêts. C'était un peu normal. Voilà. Et je dois dire que cette consigne a été parfaitement respectée. Ensuite, on leur a donné quelques critères généraux. Bien sûr, il faut avoir entrepris quelque chose de notable. Il faut l'avoir fait avec les autres et pour les autres. C'est ce que nous appelons le leadership humain. Il faut avoir une posture personnelle, une légitimité, une crédibilité qui est d'autant plus importante que nous sommes dans une période où il y a une crise de confiance entre les dirigeants et le reste de la population. Et puis, bien sûr, il faut avoir un leadership d'influence, c'est-à-dire que son leadership rayonne au-delà de l'entreprise vers la société tout entière. Alors finalement, ce soir, il n'y aura pas qu'un seul prix, mais 2 prix. Pourquoi avoir choisi de mettre en place 2 prix ? Alors, nous étions partis sur un prix, le prix du leadership, pour consacrer une personnalité reconnue. Et puis, en avançant dans nos réflexions avec le comité d'organisation et les partenaires du cercle, on s'est dit que finalement, notre vocation de défricheur devait aussi nous amener à essayer de dénicher, si je peux employer ce terme, un leader en devenir, dont on avait décelé ici ou là quelques appétences pour le sujet, d'où l'idée du prix coup de cœur. Donc le prix coup de cœur a sa véritable légitimité. Il n'est pas le lot de consolation du prix du leadership. D'ailleurs, les 2 processus de votation ont été très distincts l'un de l'autre. Alors justement, comment est-ce que vous avez travaillé très concrètement ? Est-ce que vous pouvez nous expliquer le jury, sa méthodologie, sa façon de fonctionner ? Les membres, comme je l'ai indiqué, ont fait remonter des candidats, une centaine au total pendant l'été. Ensuite, nous avons réuni un jury que vous découvrez ici, qui est composé de membres du cercle, de partenaires du cercle et de journalistes, dont vous, Isabelle. Tout à fait. Ce jury s'est réuni et a voté pour les 5 nominés dans chacun des 2 prix, et vous découvrez les 10 nominés dans quelques instants. Ensuite, le jury, j'espère que vous me suivez toujours, a élu le lauréat du prix, du Grand Prix, si je puis dire, et les membres du cercle ont élu le lauréat du prix coup de cœur. Tout ceci s'est fait à bulletin secret, sous la douce férule d'un comité d'organisation, parce qu'il est important d'être crédible et d'être légitime aussi quand on attribue ce genre de prix. De manière extrêmement sérieuse, effectivement. Je peux le confirmer. Alors Philippe, donc, pour lancer ce prix, vous n'êtes pas tout seul, évidemment. Donc vous avez voulu vous associer à des partenaires. Donc est-ce que vous pouvez nous dire un peu, justement, quelle a été votre démarche en ce sens ? Oui, le Cercle du Leadership, c'est quand même une petite organisation. Nous sommes peu connus. Nous allons peut-être le devenir davantage ce soir. Mais pour l'instant, nous sommes peu connus. Donc nous avons souhaité nous associer avec des partenaires médias pour donner plus de retentissement, tout simplement, à ce prix. Et nous sommes tournés naturellement vers ceux que nous connaissions déjà. Et ils ont répondu, je dois dire, avec beaucoup de spontanéité et d'enthousiasme. Et donc, nous ont rejoint le magazine Management. Je salue Grégoire Silly, son rédacteur en chef. Nous a rejoint ensuite TF1. Je salue Christophe Desarcy, qui a été l'homme du contact avec TF1, et puis nous a rejoint Éric Revel, LCI, et vous-même, Isabelle. J'ai donc le plaisir maintenant d'appeler à nous rejoindre sur scène Grégoire Silly, rédacteur en chef adjoint du magazine Management, et Christophe Desarcy, directeur du développement des ressources humaines de TF1. Merci de les applaudir. Alors Grégoire, donc qu'est-ce qui vous a intéressé, vous, dans ce prix, dans cette façon de vous associer finalement au leadership aujourd'hui ? Oui, alors bonsoir. On est très fiers d'être à Management associé avec ce premier prix du leadership. On l'a fait pour 2 choses. D'abord parce que le Cercle du Leadership est un des think tanks les plus sérieux et les plus intéressants qu'on connaisse à Management, et on en connaît beaucoup. Et ensuite une seconde raison, parce que le leadership, c'est un des thèmes qui revient le plus souvent dans nos pages, dans Management, surtout depuis qu'on a lancé le nouveau Management, la nouvelle formule de Management le mois dernier, qui est très concentrée sur les dirigeants, les entrepreneurs. Et voilà, on interviewe chaque mois une 50aine à peu près de dirigeants, et on raconte un peu les coulisses de leurs entreprises à nos 400 000 lecteurs. Et à chaque fois, les mêmes thèmes reviennent. Comment je porte la vision de mon entreprise, comment je la partage avec mes troupes, comment je les emmène. À chaque fois, c'est en fait de leadership dont il s'agit. Donc on cherchait
un prix pour qualifier. Merci Christophe. Merci voilà, de faire de ma pub, tu effectivement. nous montres la couverture, la couverture du dernier management, voilà, le premier numéro du nouveau management. Et donc on cherchait un prix pour mettre en valeur ces qualités de leader qu'on n'avait pas trouvées dans le reste des prix existants, manager de l'année, performance en bourse de l'année, mais jamais leader de l'année. Et donc jusqu'à ce qu'on rencontre en fait le cercle du leadership et Philippe, avec qui on a monté ça. Et d'ailleurs, vous avez déjà parlé, donc justement, vous avez annoncé déjà le prix dans vos colonnes. Hein. Il en a déjà été question. Exactement. On a, le mois dernier, pour ceux qui sont déjà abonnés, on a annoncé les nominés. Et là, on a révélé les deux lauréats ou lauréates d'ailleurs de ce soir dans le numéro de management qui sort ce jeudi en France, mais ce soir chez TF1, parce qu'on en a ramené 200 de l'imprimerie tout chaud encore, qui seront à la sortie évidemment. Voilà, donc vous les aurez tout à l'heure en sortant. Voilà, et donc vous lirez dedans 2 très beaux portraits de nos lauréats ou lauréates de ce soir. J'ai évidemment interdiction d'en parler, donc je zappe cette fiche-là. Si je vais quand même donner 2 indices, je vais donner 2 indices, 2 citations qui nous ont marqué à management. Ça vole assez haut, vous allez voir. La première, je cite, donc la glorification, la déification du dirigeant, c'est terminé. Il faut qu'on passe du culte du leader à la culture du leadership, ça c'est bien dit, et tout le monde peut ou même doit être un leader à son niveau dans l'entreprise. Donc il s'agit vraiment de diffuser la culture du leadership dans l'entreprise. Et seconde citation de notre seconde lauréate de l'année, le leadership c'est d'abord une histoire de courage, celui de dire les choses, de décider et d'assumer. Et c'est aussi une histoire de ténacité, surtout en cette période de grande versatilité. Voilà, il révèle encore beaucoup de choses dans les pages de management que vous lirez donc à la sortie. Mais le mieux, c'est encore de leur laisser la parole pour expliquer leur vision du leadership. Voilà, bonne soirée à tous. Merci beaucoup. Merci Grégoire. Alors Christophe, donc de votre côté, finalement, quel a été l'intérêt que vous avez porté au prix? Comment ça s'est passé finalement, donc cette rencontre avec le cercle du leadership et évidemment avec le prix? Tout naturellement, Isabelle, parce que d'abord, je pourrais dire que c'est finalement naturel que TF1, la chaîne leader, le groupe TF1 en général, leader des médias, s'intéresse au leadership. Alors, vous allez me dire que c'est un peu facile, mais ce n'est pas tout à fait qu'une boutade, parce qu'au fond, qu'est-ce qu'être leader? L'image du leader, droits et devoirs du leader, ce sont des questions que les téléspectateurs, les commentateurs de tout genre nous posent souvent. Et au fond, n'importe quel leader peut se les poser dès lors qu'il est sous le regard de ses collaborateurs ou de ses clients. Mais ce soir, nous sommes surtout heureux à TF1 de mettre en valeur cette première édition du prix du leadership. Et les parcours des nominés en ont-ils vraiment besoin, puisqu'ils sont tous avec un parcours remarquable. Mais en tout cas, nous sommes très heureux de pouvoir accompagner les uns et les autres. C'est aussi, Philippe l'a dit il y a quelques instants, l'occasion de remettre au cœur de nos préoccupations cette question du leadership basée sur la confiance. Elle est vraiment centrale pour l'avenir de nos sociétés. Et puis, il y a quelque chose qui ne vous a pas échappé. Nous remettons ce soir le prix du leadership et non pas le prix du leader 2013. Et nous sommes assez sensibles aussi à cette nuance sémantique. Dans un pays, là aussi tu as un petit peu vendu la mèche, mais dans un pays où on a volontiers le culte de la personnalité, où leader rime souvent avec sauveur, et celui qui a été cité en a été un, c'est peut-être un signe de l'évolution des mentalités, parce que dans le leadership, il y a davantage une notion de vision, un style, une certaine collégialité que dans le mot leader. Et puis LCI, que je n'oublie pas bien évidemment, LCI c'est évident, c'est la chaîne des leaders, c'est la chaîne des décideurs qui se succèdent sur ces plateaux toute la journée. Ça fait 20 ans que LCI met à l'honneur l'économie, le management, le leadership, à travers votre émission Impression d'entrepreneur, mais aussi le Club de l'économie ou le Club LCI, qui a lieu tous les mois dans cet auditorium, transformé en studio et animé, présenté par Éric Revel, qui prendra la parole tout à l'heure. Voilà autant de bonnes raisons d'accompagner ce prix du leadership. Merci beaucoup Christophe. Merci de l'applaudir. Alors Philippe, est-ce que vous pouvez nous dire le mot magique? Mais avec plaisir. Je déclare ouverte la première cérémonie de remise du prix du leadership. Alors on va démarrer par le premier prix, donc le prix coup de cœur. Et pour cela, je vais inviter dans la salle donc des partenaires et des membres du cercle à nous présenter tour à tour les 5 nominés.
Les 5 nominés qui sont donc les suivants: Delphine Ernotte-Kounchi, directeur exécutif d'Orange France, Jean-Marc Gaucher, président de Repetto, Jean-Guy Le Floch, PDG d'Armor Luxe, Michael Oana, le président de Cross Knowledge, et Aline Silavalbaum, directrice générale de Christie's France. Et je vais donc demander tout de suite à Ariane Malzac, directrice de la communication et directrice aéroportuaire de Brinks, de nous présenter Delphine Ernotte-Kounchi. Merci beaucoup Ariane. C'est à vous. Et je reste à ma place. Alors Delphine est basque, elle a 47 ans. Elle est ingénieure de l'École centrale de Paris et c'est une vraie fidèle puisqu'elle a fait toute sa carrière chez France Télécom depuis 1989. Elle y a occupé toutes les fonctions opérationnelles, commerciales. Elle a été nommée directrice de la communication et elle est d'ailleurs à l'origine du rebranding de la marque. Donc Orange, c'est elle. Et puis depuis, elle n'a pas cessé de grandir jusqu'à percer le fameux plafond de verre. Et elle a été appelée par Stéphane Richard à la tête d'Orange France, où elle est réellement l'incarnation d'un vrai leadership féminin, assez peu répandu, il faut l'avouer, dans les sociétés du CAC 40. Elle a un leadership qui est très empathique, très compassionnel, et elle a contribué à faire de ce véritable vaisseau franco-français une vraie société moderne, internationale, une marque privée, tout en rétablissant une sérénité qui avait besoin d'être restaurée dans cette entreprise. Mais attention, cette femme qui est passionnée de théâtre, au point d'écrire des pièces de théâtre, est une vraie militante, et une vraie militante de la parité. Elle fait de cette parité un combat quotidien tout en assumant son rôle de dirigeante et son rôle de mère également. Et aujourd'hui, le COMEX d'Orange France est l'un des plus féminisés. Cet objectif à court terme qui a été fixé à 35% est réellement en passe d'être atteint. Merci beaucoup Ariane, merci de l'applaudir. Alors je vais maintenant demander à Didier Pitlet, vous êtes président de Moons Factory et vous allez tout nous dire donc, sur Jean-Marc Gaucher, le PDG de Repetto. Alors Jean-Marc, c'est un self-made man à la française. C'est un homme qui s'est fait lui-même, qui est parti de rien, qui croit en son étoile. C'est quelqu'un de passionné qui a surtout guidé sa vie en essayant de faire de ses rêves vraiment une réalité quotidienne. Il a quitté l'école à 15 ans, il a fait plusieurs petits boulots, il a été d'ailleurs preneur de son chez TF1. Il a travaillé à TF1. Absolument, absolument. Jusqu'au jour où il est devenu agent de sportif et il a été repéré par Reebok qui cherchait quelqu'un pour placer leurs chaussures. Donc il est devenu PDG de Reebok. L'aventure a duré 17 ans et cette aventure lui a permis notamment de découvrir l'univers de la chaussure. Mais ce qui frappe chez cet homme, c'est que c'est un homme qui a horreur d'avoir quelqu'un au-dessus de lui. Donc il a jeté son dévolu sur la marque Repetto, qui était un petit peu en baisse de régime. Et il a eu un tour de force absolument remarquable, c'est de simultanément convaincre à la fois un fonds d'investissement et l'ensemble des salariés de le suivre dans un vrai projet de redressement. En 14 ans, il a hissé Repetto dans le monde très fermé des chaussures de luxe, avec un statut de Rolls du chausson de danse pour le célèbre chausson donc devenu Made in France. Il s'est manié l'arme absolue du management, à savoir rendre les individus fiers de porter le maillot Repetto. Bref, quand on parle avec cet homme, c'est vraiment la passion à l'état brut. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il a poussé cette passion à ouvrir en 2010 sa propre école de formation au métier du cuir, qui d'ailleurs va bientôt être rejointe par des marques emblématiques comme Hermès et Vuitton. Et l'école a déjà formé 100 personnes, toutes embauchées depuis chez Repetto. Mais l'une des réussites qui fait vibrer cet entrepreneur, c'est sa fondation, Danse pour la vie, qui aide dans le monde entier des écoles de danse et pousse des jeunes à se réaliser dans leur vie. Donc on peut dire qu'aujourd'hui, partant à la conquête du monde, le célèbre chausson s'est transformé en botte de 7 lieues au pied de Jean-Marc Gaucher. Merci. Merci beaucoup Didier. Pour une présentation pleine de poésie. Alors, Jean-Guy Le Floch, maintenant, va nous être présenté par Thierry Rass, associé PwC. Bonsoir à tous. L'homme que je vais vous présenter, Jean-Guy Le Floch, est connu pour avoir été le bras droit de Vincent Bolloré jusqu'en 1993, où il reprend la bonnetterie d'Armor, comme ça s'appelait à l'époque, pour devenir aujourd'hui Armor Luxe, avec son complice de l'époque et toujours associé et directeur général, Michel Guéguin. Alors, derrière la bonhomie de cet homme se cache la détermination d'un industriel qui a réussi l'exploit de maintenir en Bretagne 600 emplois dans le textile,
hein, excusez du peu, et d'avoir un chiffre d'affaires aujourd'hui de 90 millions de chiffre d'affaires. Il le doit autant à son travail qu'à son anticipation, qu'à sa vision, puisqu'il a diversifié sa gamme dans le vêtement professionnel avec des standards très élevés en matière de responsabilité sociale et environnementale. C'est un entrepreneur, on voyait les critères tout à l'heure, c'est un entrepreneur, c'est un meneur d'hommes, c'est un homme extrêmement authentique, 3 composants du leadership. Et son projet, comme on le connaît, tout entier dirigé vers le maintien de l'emploi en Bretagne, il vient alors lui aussi de créer sa formation de couturière pour maintenir le savoir-faire de ces métiers qui sont en train de disparaître. Il est personnellement très impliqué, c'est un porte-drapeau de la Bretagne, il a déjà reçu des prix pour ce sujet, mais ce n'est pas une raison pour ne pas lui en donner ce soir. Et si on cherchait chez lui du leadership d'influence, que dire d'avoir vu un ministre du redressement productif enfiler sa marinière et devenir un peu le mannequin de luxe pour les marinières d'Armor Luxe. Merci pour lui. Merci Thierry. Pascal Baumgarten, directeur associé McKinsey et compagnie, vous allez nous présenter Michael Ohana. Bonsoir Michael. Alors Michael Ohana, c'est avant tout une vision, la vision d'un monde où des millions de personnes ont un accès transformé à la connaissance grâce aux nouvelles technologies. En 2013, c'est une vision qui est partagée par beaucoup. C'était loin d'être le cas en 2000, quand Michael, alors tout jeune consultant à McKinsey, fraîchement diplômé de l'ESSEC, choisissait de se lancer dans l'aventure CrossKnowledge. 13 ans plus tard, CrossKnowledge est un acteur majeur du e-learning qui se donne comme ambition l'accès de tous à la connaissance en travaillant en partenariat avec de grandes institutions comme Harvard, Cambridge, HEC, entre autres. Alors je cite Harvard, je cite Cambridge. Michael, c'est aussi une histoire de leadership à l'international. Il partage sa vie aujourd'hui entre Paris et New York, développe l'activité américaine d'une entreprise qui est aujourd'hui à plus de 50% hors dehors de France. Et puis Michael, c'est enfin l'intelligence de la co-création, de la gouvernance partagée. Cela se voit dans le mode de leadership et dans le mode de gouvernance de son entreprise qui atteint aujourd'hui les 200 collaborateurs. Merci Michael. Merci Pascal. Enfin, c'est Catherine Thomas-Etienne, directeur du marketing de Siemens Building Technologies, qui va nous parler d'Aline Sylla-Walbaum. Voilà, bonsoir à tous. Alors, Aline Sylla-Walbaum. Alors, elle, pour le coup, elle a fait exploser tous les plafonds de verre. HEC, Sciences Po, ENA, inspectrice des finances, directeur général à 37 ans. Voilà. Pourtant, elle ne cesse de cultiver et de choisir sa différence. Par exemple, dans un univers d'énarques, elle détonnait déjà par son manque d'appétence pour la prise de pouvoir. Lancée dans l'univers de la sphère publique, musée du Louvre, cabinet du Premier ministre, elle choisit le privé. Dans l'univers de Christie's, dont elle assure donc la direction générale, elle surprend par sa rationalité alors qu'elle baigne dans un monde artistique d'émotions. Et enfin, dans un univers professionnel féroce et forgé d'ambition, elle ne semble pas avoir de plan de carrière en tête. Mais tout s'explique. L'Europe et l'Afrique sont ses berceaux culturels et familiaux. Elle a l'ouverture des esprits libres. Elle est biberonnée aux chiffres, mais elle leur a préféré les arts. Elle a ainsi picoré au gré de ses envies avec la culture en toile de fond, faisant la synthèse de l'intelligence et de l'émotion. Alors voilà, cette lumineuse franco-sénégalaise est jeune, intelligente, brillante, saine, elle fait du bien. Son management s'appuie sur l'esprit collectif, la créativité, et elle veut être le chef d'orchestre de tous les talents solistes de son entreprise. Donc elle nous donne ainsi une vision moderne du leadership, débarrassée de ses enjeux de pouvoir, et un exemple de cohérence entre des valeurs assumées et un choix de vie. Merci beaucoup Catherine. Merci. And the winner is, eh bien pour le découvrir ensemble, j'ai le plaisir d'appeler maintenant Éric Revel, directeur général de LCI. Merci de l'applaudir. Bonsoir Isabelle, bonsoir à tous. Alors Éric, vous connaissez particulièrement bien cet endroit, hein, vous êtes très familier, donc, puisque c'est ici que tous les mois donc, oui, vous officiez pour le club LCI. Oui, le club LCI se déroule une fois par mois dans cet auditorium.
Je remercie souvent Nonce Paolini de m'avoir donné l'occasion de lancer cette émission. C'est devenu un rendez-vous de leadership à la fois économique et politique, puisque le concept original de cette émission, Isabelle, vous le savez, c'est de provoquer un débat entre un grand chef d'entreprise et un homme politique de premier plan. Souvent, ils se parlent de manière off, mais jamais publiquement et jamais dans une émission. Et on voit bien, sans vouloir en dire trop, qu'ils ne partagent pas toujours les mêmes objectifs et que le temps du patron n'est pas celui du politique. Et l'appréciation des grands sujets d'actualité, c'est toujours, je pense, ça donne toujours lieu à des débats extrêmement intéressants et que j'espère extrêmement pointus, mon cher Nonce. Alors, nous allons maintenant découvrir le visage du lauréat. Eric, venez avec moi. Voilà, c'est donc Michael Ohana, le président fondateur de Cross Knowledge. Venez nous rejoindre sur scène, Michael. Félicitations, Michael. Bravo à vous. Alors, moi, je n'ai pas participé, évidemment, au jury. Quand on voit la qualité de la liste des nominés, j'imagine, Isabelle, Christophe et tous ceux qui ont participé à ce prix coup de cœur du Cercle du Leadership, que ça a dû être extrêmement difficile, parce qu'on l'a entendu, les expériences sont incroyablement riches. Mais j'ai regardé dans le détail, évidemment, l'ensemble des fiches, des entreprises, des parcours des uns et des autres. Et ce qui m'a frappé chez Michael, dont je viens de découvrir qu'il est le lauréat coup de cœur, c'est cette volonté. Tout à l'heure, votre collègue de McKinsey le disait, vous avez été 9 mois chez McKinsey, la volonté de créer cette entreprise et de croire avant beaucoup d'autres que l'enseignement pouvait se servir de l'outil technologique via Internet. Aujourd'hui, si ma mémoire est bonne, c'est 17 000 cours dispensés en 17 langues différentes. En 10 ans, vous avez atteint un chiffre d'affaires d'un peu plus de 40 millions d'euros. Et vous venez, parce que vous êtes revenu spécialement des États-Unis, de New York, pour recevoir ce prix, si j'ai bien compris, vous venez de signer un partenariat extrêmement important, valorisant et gratifiant. Et j'aimerais peut-être, avant de laisser la place à Isabelle et vous de remettre le prix, que vous nous en disiez un tout petit peu plus, parce que c'est quand même spectaculaire pour une entreprise née en France de signer un partenariat de cet ordre-là. Merci beaucoup, je suis très ému. Pour revenir sur effectivement l'aventure américaine de Cross Knowledge, c'est à force de travailler la qualité de nos produits qu'effectivement on arrive à s'imposer sur ce marché. Et très récemment, c'est une des entreprises emblématiques qui est Bank of America qui nous a fait confiance après un appel d'offres mondial pour former 100 000 de ses collaborateurs à travers nos modules de formation interactifs au management et au leadership notamment. Voilà, donc Michael Ohana, on vous appelle Mike par les États-Unis. Je suis très heureux, très fier de vous remettre ce premier prix coup de cœur du Cercle du Leadership. Bravo. Merci d'applaudir. Je crois que vous aviez... Voilà, donc je pense que vous avez forcément quelques mots à nous dire. Donc déjà, on vous appelle Mike, effectivement. Oui. C'est ça. Et donc, vous habitez maintenant depuis 6 mois, c'est ça, aux États-Unis à peu près? Un peu plus maintenant. Un peu plus maintenant, oui. Ouais. Et donc, vous faites la navette à chaque fois. Et donc, ça vous permet d'exercer votre leadership, on va dire peut-être d'une autre manière aussi, à l'américaine? Oui, j'apprends beaucoup des États-Unis. Je partage mon temps entre la France, l'Europe, même un petit peu plus largement, et beaucoup aussi en Amérique latine, où on a fait une acquisition au Brésil, qui devient un des pays très importants et très intéressants aussi pour nous. Donc ça me fait un triangle, principalement, et donc beaucoup d'expériences enrichissantes. Un autre mot peut-être sur le leadership aujourd'hui. Comment est-ce que vous voulez continuer à l'exercer? Oui, ce que je pense du leadership, et j'aimerais vous contredire, Philippe, je ne suis pas d'accord avec l'image de Bonaparte sur le pont d'Arcole, parce que je pense que les vrais leaders, au final, c'était l'ensemble de l'armée française qui, avec toute sa diversité d'origines, de milieux sociaux, d'expériences, décidait de prendre les armes pour d'apprendre à se battre, pour la plupart, parce qu'ils avaient une vision
qui était de changer de régime, de passer de la monarchie à la démocratie, et qu'ils avaient des valeurs qui étaient très fortes, liberté, égalité, fraternité. Et je pense qu'aujourd'hui, il faut effectivement, comme on le disait, parler d'une culture de leadership, d'un leadership pour tous, et que le rôle des dirigeants, des chefs d'entreprise ou des politiques, c'est finalement d'arriver à créer cette vision, à créer ces valeurs qui donnent de l'énergie aux gens pour faire en sorte qu'ils arrivent à se développer, qu'ils révèlent tout leur potentiel et qu'ils s'épanouissent. Et c'est, d'après moi, aujourd'hui, la façon dont le leadership permet de se déployer à travers cette démocratisation pour que chacun puisse le révéler. Merci beaucoup de l'applaudir. Notre lauréat. Merci beaucoup à vous. Notre lauréat du prix Coup de cœur. Alors nous allons maintenant passer au prix du leadership de l'année, donc premier prix du genre. Comme tout à l'heure, donc je vais inviter dans la salle les 5 partenaires du cercle à présenter les 5 nominés. Les 5 nominés qui sont donc Alexandre de Juniac, le président d'Air France KLM, Gérald Carsanti, le président de HP France, Guillaume Pépi, le président de la SNCF, Dominique Renich, chairman Europe de Coca-Cola Company, et Hubert Sagnières, le président du groupe Essilor. Pour nous présenter Alexandre de Juniac, eh bien, je vais me tourner vers Michel Ferbeuf. Vous êtes Executive VP Europe de McCann World Group. On vous écoute. Merci. Alors, l'homme que je vais vous présenter est un exemple parfait de l'excellence à la française. C'est un homme de 51 ans. On peut dire que c'est un condensé d'élégance, un très bel homme, de politesse et de gentillesse qui vraiment est non feinte. Il est passé par les grands corps, par le service de l'État, par la direction des grands groupes industriels, dont Thales, et puis maintenant Air France KLM. Il collectionne les succès et les distinctions et les honneurs. Alors, depuis son arrivée chez Air France, on a beaucoup parlé de lui dans la presse. Il a déjà été élu manager de l'année en 2012. Et plus récemment, il a été aussi lauréat du trophée Relations financières et Relations investisseurs. Alors, si chacun loue la transparence de sa communication, nous sommes pour notre part impressionnés par la clarté de sa méthode de réforme d'une compagnie dont les fondamentaux étaient gravement menacés par les bouleversements que l'on connaît tous du secteur aérien. Alors, il a su réussir la nécessaire prise de conscience par l'ensemble de la collectivité Air France de son plan de redressement 2015. Pour cela, il a tout mis sur la table et n'a pas hésité à remettre en cause, y compris pour lui-même et son entourage immédiat, de nombreux avantages acquis. Parallèlement, il a su remobiliser la compagnie autour de la marque. Alexandre de Juniac nous offre un beau témoignage de légitimité indissociable d'un leadership moderne. Merci beaucoup. Merci Michel. C'est maintenant Philippe Moreau-Chevrolet, directeur fondateur MCBG, qui va tout nous dire sur Gérald Carsanti, le président de HP France. On vous écoute. Alors, je ne prétends pas être un mec génial, mais je sais gérer les mecs géniaux. C'est comme ça que se définit Gérald Carsanti, le PDG donc, de HP France. C'est un PDG qui se voit autant en réalité comme un coach et qui se définit autant comme un coach que comme un patron. Il est passé par Sciences Po, par HEC, il est passé aussi par Oxford, par IBM, Capgemini, il est passé par les universités et l'université de la vie, et c'est quelqu'un qui sait repérer les talents et qui sait aussi les faire grandir. Il défend clairement l'idée, et c'est l'un des rares à le faire vraiment, qu'un salarié doit être épanoui pour faire bien son travail et pour arriver à être plus performant. Il défend le télétravail, il défend le travail collaboratif, il défend le travail partagé que HP a mis en place dès 1994, qui consiste à partager la semaine de travail entre plusieurs salariés, ce qui permet notamment d'organiser sa vie de famille. Les salariés de HP peuvent passer 4 heures par semaine pour des activités de bénévolat, qui ne sont pas des activités directement rentables pour l'entreprise. Pour lui, un client choisit autant une entreprise pour ses produits et pour la qualité de ses produits et de ses services que pour la culture de l'entreprise, que pour ce que l'entreprise lui transmet au travers, principalement parce que c'est le premier point de contact avec les clients, au travers de ses salariés. Pour autant, il ne renonce pas à incarner l'entreprise, qui c'est aujourd'hui une des difficultés majeures que rencontrent tous les PDG et tous les dirigeants en général, qui est d'incarner l'entreprise, notamment dans les médias, avec une pression qui est de plus en plus forte. Et Gérald Carsanti le fait sur un blog. Je vais vous donner l'adresse que je ne connais pas par cœur.
géraldcarsanti.blogspot.fr. Vous pourrez même dialoguer avec lui et lui laisser des messages auxquels il vous répondra. Donc, vous pouvez engager le dialogue avec lui. Ça, c'est sans doute une des qualités des PDG aujourd'hui, et de Gérald Carsanti en particulier, qui représente bien cette qualité de leadership, c'est d'entamer un dialogue avec les salariés, avec les consommateurs directement. Merci beaucoup, merci Philippe. C'est maintenant donc Laurent Chouin, Chief HR Officer chez Mazars, qui va nous présenter Guillaume Pépi, le président de la SNCF. Bon, Guillaume Pépi, tout le monde connaît Guillaume Pépi, surtout à la SNCF. Alors, d'abord parce que la SNCF, c'est une entreprise qui est évidemment chère au cœur de tous, au sens opérationnel, parfois émotionnel. Quand on reste bloqué sur un quai de gare, ça marie un peu les deux. On connaît tous Guillaume Pépi. Maintenant, quand le jury m'a demandé de présenter Guillaume Pépi, ça a été pour moi deux choses. D'abord, mon grand-père était cheminot, donc ça m'a fait quelque chose. Et il serait fier aujourd'hui que je puisse présenter le président de la SNCF. Le deuxième point, qui est un autre point, c'est que j'ai voulu vous le présenter sous deux angles, un peu différents peut-être. En deux mots, Guillaume Pépi, il est précoce et éternel. C'est-à-dire qu'à 55 ans, il est éternel, alors non pas du fait de l'âge, mais parce que finalement, il n'a servi que deux maisons indissociables, la France et la SNCF. Et si on regarde, en fait, ces deux maisons, il les a servies à la suite aussi d'un parcours un peu éternel en France, qui est un parcours qui marie ce qu'il y a de plus classique et formidable et supérieur, Sciences Po, l'ENA, le Conseil d'État, et puis ensuite des fonctions dans les cabinets ministériels, puis une alternance de fonctions de direction de cabinet, puis les grandes fonctions opérationnelles à la SNCF. Mais précoce aussi, parce que d'abord, incontestablement, il était l'élu bien avant d'être nommé dans cette maison. Et puis surtout aussi parce qu'il a été le grand patron de la grande modernité de la SNCF. Le voyage SNCF.com, qu'on connaît tous, la réservation modulée, la capacité aussi à accompagner le développement du TGV, la vitesse, la compétitivité aussi, le combat contre une compétition qui était devenue plus difficile. Précoce enfin parce que son style de management, collaboratif, compassionnel, sensible à la société, pas statutaire, bien que parfois les entourages s'en chargent pour vous, hein, mais aussi engagé et soucieux de son impact, ça préfigure ce que finalement les jeunes générations attendent. Et en cela, Guillaume Pépi est aujourd'hui un leader de demain. Bravo, merci beaucoup, merci Laurent. Dominique Réniche, Chairman Europe de Coca-Cola Company, sera présenté par Bruno-Luc Banton, psychanalyste, conseil de hauts dirigeants et d'instances de gouvernance, ancien chasseur de tête. On vous écoute. Quelques mots d'évocation au sujet de Dominique plutôt que des mots de description. Dominique, c'est un modèle pour toutes les femmes et les hommes qui rêvent de réaliser une carrière riche, dense, magnifique, et ce à bien des égards. D'abord chez Procter, puis chez Kraft, et depuis 1992 chez The Coca-Cola Company. Tout en se consacrant à son rôle de femme et de mère, elle apposera sa signature sur ces trois acteurs économiques, ainsi que sur de nombreux groupes du CAC en tant qu'administrateur. Première femme française dans le classement des 50 femmes les plus influentes du monde, de Fortune, et dans les 10 femmes européennes les plus influentes du Financial Times. Un leadership stratégique, puissant, et tout en douceur et tout en nuance. Dominique, que je connais depuis nos débuts, est l'une des deux senior executives, je ne vous dirai pas quelle est la seconde, quelle est l'autre, la plus passionnée par l'individu, par son développement personnel et professionnel, et par l'intelligence des organisations. C'est un exemple d'authenticité, de simplicité, dans un leadership d'exception. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci Bruno. Enfin, pour nous parler d'Hubert Sagnières, donc je vais me tourner vers Fabienne Arata, directeur général Experis and Future Silk de Manpower Group. Bonsoir. Hubert Sagnières, ce franco-canadien de 58 ans, a été nommé en novembre 2011 président d'Essilor International, premier fabricant mondial de verre ophtalmique. Alors, être le président d'une entreprise leader mondiale dans son domaine n'est déjà pas monnaie courante.
Mais l'être devenu, après avoir fait presque toute sa carrière au sein du même groupe, est encore plus singulier, tant il est difficile pour un dirigeant du CAC 40 de tenir le choc sur la durée face à la pression des résultats, au regard exigeant de l'actionnaire ou à la tentation personnelle de changer d'environnement. C'est pourtant ce qu'a réussi cet ingénieur, entré dans l'entreprise à l'âge de 35 ans. Il a passé depuis toutes les fonctions opérationnelles de l'entreprise. C'est donc un leadership de fidélité, de continuité et de ténacité qui est ici reconnu, avec en filigrane l'ombre bienveillante de Xavier Fontanet, son prédécesseur, qu'on ne peut dissocier de cette réussite tant il nous a donné un très bel exemple de leadership, de confiance et de lâcher-prise qu'évoquait Philippe dans son introduction. C'est finalement une magnifique histoire de transmission préparée et réussie, comme on aimerait en connaître plus souvent à la tête des grands groupes. Merci. Merci beaucoup, Fabienne. J'ai maintenant donc le plaisir d'appeler à me rejoindre sur scène le président de TF1, Nonce Paolini, pour remettre ce grand prix. Merci de l'applaudir. Bonsoir à toutes et à tous. D'abord, je voulais vous dire à quel point nous sommes fiers d'accueillir le cercle ici dans cet auditorium. Et je veux dire que pour un président comme moi, un PDG comme moi, entendre tout ce qu'on a entendu, à la fois sur le fond, c'est-à-dire ce qu'est le leadership et comment le cercle du leadership l'imagine, et à la fois de voir ses parcours et ses itinéraires professionnels, des jeunes jusqu'aux plus expérimentés, c'est évidemment une grande satisfaction d'être associé à ça parce que ça donne, à mon sens, une dimension fantastique à ce qu'est un manager aujourd'hui. Alors moi, je n'ai pas de grand discours à faire, tout a été dit. Souvent, je cite à mes cadres et à mes jeunes cadres quand ils rentrent dans le groupe une phrase d'un manager très connu qui s'appelle Vincent Van Gogh. C'est un manager qui a beaucoup écrit à la fin de sa vie, à Auvers-sur-Oise. Vous voyez Vincent Van Gogh, c'est un type qui avait un problème d'oreille. Et néanmoins, qui a écrit une phrase très très belle que je trouve être pour moi un résumé du management et de ce qu'on a dit. Et il a écrit, peu de temps avant sa mort, « On perd toujours quand on est isolé ». Eh bien, je crois que ce que vous avez exprimé, c'est qu'un manager ne peut pas être isolé et réussir. Et d'ailleurs, Bonaparte à Arcole n'était pas isolé. Son armée d'Italie, il l'avait faite participative, il s'était entouré des meilleurs et il a passé le pont parce qu'il était soutenu par cette formidable armée. Donc moi, je reste fondamentalement bonapartiste. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Merci, merci Nonce. Alors, il y a une enveloppe quelque part? Non, il n'y a pas d'enveloppe. Moi, je suis habitué à The Voice, à Star Academy, etc. Donc, si je n'ai pas d'enveloppe, vous avez tapé 1, tapé 2, tapé 3. Non. C'est un peu différent ce soir. Alors, qui c'est? Alors, suspense, justement. Suspense terrible. Suspense. Eh bien, je vous propose qu'on découvre ensemble, en images, maintenant, le visage du lauréat. Voilà, il s'agit de Guillaume Pépi. Bonsoir. Bonjour à tous. C'est extrêmement émouvant parce qu'après ce qu'on a entendu, on se dit pourvu que ça ne soit pas moi. Eh bien, c'est toi. Alors, moi, je voudrais juste dire un mot, c'est que d'abord, je ne suis pas surpris. Non pas parce que je le savais. Non. Je ne suis pas surpris parce que les qualités de Guillaume sont bien connues et je trouve que c'est formidable que cet homme, qui est devenu un ami d'ailleurs, a donné un visage à la SNCF. Et on est tous très fiers de cette entreprise, on est quelquefois furieux contre elle, mais d'une façon générale, on est toujours très satisfait. Ça m'arrive aussi. Hein. Ouais. Il y a des hommes et des femmes qui tous les jours essayent d'assurer au mieux le service pour nous être utiles et agréables. Et Guillaume, ce qui m'a beaucoup frappé dans les moments de crise, il en a connu quelques-uns, c'est qu'il a toujours eu à l'esprit à la fois, évidemment, ses clients, y compris dans les périodes les plus tragiques, mais aussi il a toujours été un fantastique défenseur de ses collaborateurs, tout en les poussant à se moderniser, à changer et aller sur la voie du futur. Et ça, dans une entreprise de cette taille, une entreprise de cette ancienneté, avec cette histoire,
c'est évidemment un travail considérable et il le fait de façon absolument admirable. Moi, je voudrais lui dire à quel point je suis admiratif du travail qu'il fait et à quel point je trouve que ce prix est totalement mérité. Et je te le donne. Aïe, aïe, aïe. Je vous le montre, voilà. Bon, en fait, au fur et à mesure que la soirée se déroulait, je me disais, je suis d'accord avec ce qu'a dit Mike, je suis d'accord avec ce qu'on a dit sur Gérald, donc c'est un peu au nom de tout le monde, hein, parce que, bon, il en faut un, mais on va dire que tous les nominés sont pareils, et que c'est un peu un hommage qui est rendu aux qualités des uns et des autres. En riant tout à l'heure, je me disais, au fond, c'est un piège terrible, parce que si vous entrez dans le jeu de partager des expériences de leadership, certaines personnes dans la salle vont finir par penser que vous vous prenez pour un bon leader, ce qui est l'horreur absolue. Et moi, au fond, en faisant mon métier, il y a un truc qui m'amuse le plus. Je ne sais pas si vous connaissez dans Les Échos, il y a une petite rubrique de management, minuscule, moins bonne qu'évidemment dans notre partenaire management, mais il y a une toute petite rubrique qui paraît, je crois, toutes les semaines, où on cite des anecdotes managériales et de leadership. Et à chaque fois, on les découpe et on les commente en comité exécutif pour se dire on est vraiment ridicule, on est vraiment en plein dans le mille de ce qui se passe. Il y a 15 jours, il y avait dans ce petit billet un truc formidable sur les présentations PowerPoint qui égrènent les comités exécutifs de tout le monde et où pendant lesquels, évidemment, tout le monde fait ses mails, passe des instructions, pendant que des malheureux ont bossé 6 mois pour parfaire 25 fois des slides et de temps en temps, l'un des participants lève le doigt pour poser une question de détail pour montrer qu'il suit alors qu'il ne suit absolument pas la présentation. Et il y a une semaine, c'était pire, c'était sur le rapport entre les fonctions corporate et les business, et où là, il y avait une description absolument cruelle de l'auto-justification par le corporate de son rôle, d'appui dans tous les sens du terme, d'appui sur les business, voilà. Bon. Et donc ces simples petits exemples qu'on peut lire chaque semaine nous montrent à chacun, à tous, à Gérald, à Mike et à d'autres, que c'est en fait un travail perpétuel sur soi-même et sur le rapport qu'on peut avoir aux autres. Et si j'ai un message, je sais pas, vous me donnez encore une minute, Isabelle ? Oui, je rends ça. Bien sûr. Moi, la façon dont je ressens les choses, c'est que c'est essentiellement une question de rapport aux autres. Et dans le rapport aux autres, moi, ce qui me guide, c'est de me dire qu'est-ce que vraiment les autres exigent d'un leader. Et en vivant ce travail, je me dis qu'ils exigent d'abord d'être compris. C'est-à-dire qu'au fond, que ce soit les clients ou les salariés, on se dise sans arrêt, est-ce que le leader vraiment a le temps d'avance qui lui permet de comprendre ses clients et ses salariés ? Ce qui est très dur, surtout dans les entreprises où on est en permanence survolté, et H24, entreprises internationales comme les vôtres, ou entreprises de services comme les nôtres. Donc la question, c'est d'abord, est-ce qu'on est vraiment en capacité de dire aux salariés, aux clients, oui, ici, le leader vous comprend. Et la deuxième chose, pour moi, c'est est-ce qu'on est capable aussi de dire aux autres, on vous conduit et on sait où on vous conduit. Et on vous conduit clairement. C'est l'allusion qui a été faite à Alexandre de Juniac. Je pense qu'il aurait mérité tout autant que moi le prix. C'est un type qui dit clairement les choses et qui dit clairement où on va et qui ne dissimule rien. Et c'est vrai que dans nos entreprises aujourd'hui, la question du courage qui a été évoquée aussi dans les présentations est une question absolument centrale. Hein. Dans une société du politiquement correct, du managérialement correct, du médiatiquement correct, la capacité à dire vraiment les choses, c'est assez distinctif. Et puis la troisième chose, pour moi, aussi bien pour les salariés que pour les clients, c'est est-ce qu'on est capable de leur dire vraiment, vous êtes considérés par les leaders. On est très loin du moment où le grand leader savait pour le compte de tous. Donc, est-ce que vous êtes considérés ? Et nous, l'exemple qui nous a le plus frappé en leadership, celui qui est un peu maintenant notre petit livre rouge dans la SNCF, c'est l'exemple de Southwest Airlines. Un bouquin formidable a été écrit sur l'expérience de Southwest, qui dit en gros un truc formidable. On est une compagnie low cost, on ne paye pas très bien nos salariés. Nos salariés sont à 85% syndiqués, on est américain, et pourtant, on est la compagnie préférée des Américains. Alors, où est le truc ? Où est le secret ? Et la réponse, elle est dans un principe managérial qu'ils ont totalement appliqué du haut en bas et de gauche à droite. C'est en gros traiter vos salariés comme vous voulez que vos salariés traitent les clients. Et dit comme ça,
on se dit, bah, c'est évident. Sauf que traiter ses salariés comme ses clients, pour les entreprises, c'est un truc absolument énorme. Donc c'est cette direction-là que j'ai envie de prendre. Et je voudrais pas terminer ces 2 minutes sans dire un mot de Bretigny, parce que c'est une année très très difficile, évidemment, pour des familles. 7 morts, 30 blessés, une catastrophe qui était la plus forte depuis 22 ans. Et c'est vrai que dans ces circonstances-là, je me dis que le leadership, c'est pas seulement la capacité à se dire les règles, ça devrait être de dire l'entreprise se met en retrait et pas en responsabilité. Et quant au patron, il prend du recul lui aussi et il ne se met pas sur les choses. Sauf qu'en fait, le leadership, on le vit tous, hein, c'est aussi les émotions, les instincts et ce qu'on est vraiment au fond de soi-même. Et dans ces circonstances-là, moi, ce que je vis, c'est qu'il faut se laisser aller tel qu'on est et tel qu'on a envie d'être. Et je sais que toi aussi, à TF1, tu vis avec non seulement ta tête, mais ta vie de leader, tu le fais aussi avec tes émotions, avec tes instincts et avec tes envies. Et donc, c'est ce que je voulais partager avec tous ce soir. Et si vous le permettez, j'ai envie de partager ce prix avec, non pas Mike, il en a déjà un, mais avec Gérald, parce que j'ai bien aimé ce qu'il a dit, c'est-à-dire, il est le coach, entre guillemets, de ses hauts potentiels. J'aurais aimé le dire, donc est-ce que vous voulez bien monter et partager ce prix avec moi, Gérald? On invite Gérald Carcenti à nous rejoindre. Voilà, on le partage parce que je le sens exactement comme lui. Écoutez, merci beaucoup. Alors je suis ravi d'avoir été déjà nominé. C'est un grand honneur. Quand on voit la liste, on se dit waouh, c'est incroyable. La liste est impressionnante. Pour être tout à fait franc, je suis plutôt flatté d'avoir été aux côtés de Guillaume Pépi dans cette liste, mais en même temps, alors j'ai la chance d'enseigner le leadership à HEC depuis 10 ans, donc c'est vraiment un domaine sur lequel je passe du temps. Alors moi, Guillaume Pépi, je le connais comme vous, tout le monde le connaît, hein, comme vous disiez dans le descriptif. Il y a des moments très durs dans le management, des moments où nous on est 7000 collaborateurs chez HP, donc tous les collaborateurs étaient très fiers de voir HP cité dans ce prix. Mais en même temps, même si on est une grande entreprise, on n'a pas les mêmes risques, on ne court pas les mêmes risques qu'une entreprise comme la SNCF, avec la visibilité que ça a. Et moi, je dois dire qu'il y a 2 choses qui me marquent chez Guillaume Pépi en tant que leader. Le premier, c'est qu'il va au-devant des gens, au-devant de ses salariés, il ne se met pas derrière. Donc, dans l'incident que vous citiez tout à l'heure, le drame que vous citiez tout à l'heure, c'était juste difficile. Et là, un acte de courage absolument phénoménal. Ensuite, il faut être à l'écoute, savoir écouter les émotions, comme vous le disiez. Et je pense que ça, c'est admirable également. Puis moi, ce que j'ai admiré aussi, alors là, plus léger, mais tout aussi important, c'est qu'un leader, c'est le courage, c'est d'être à l'écoute des gens, faire travailler toutes les intelligences de l'entreprise, mais c'est aussi d'être opérationnel. On ne peut pas diriger l'entreprise aujourd'hui sans connaître tous les métiers et tous les rouages de l'entreprise. Alors moi, je me rappelle d'une émission un samedi matin sur TF1 où très bien. où je dirais, j'en profite pour dire. C'est franchement un coup de bol pour l'émission. Et ça aurait pu être une impression d'entrepreneur parce que c'est l'émission que dirige Isabelle avec tout le talent qu'on lui connaît. Et je dois dire que j'ai vu Guillaume Pépi dans les gares faire le tour des gares avec le casque. Le papier là sur la planche en bois, en train de noter tous les détails, tout le dysfonctionnement de façon incognito. Et là, je me suis dit, ça, c'est sans aucun doute un grand leader. Parce qu'après, quand il parle au directeur de division, j'imagine qu'il a des propos extrêmement justes et appropriés sur ce qu'il faut améliorer. Donc c'est de mon point de vue quelque chose d'étonnant et d'admirable. Et donc je suis ravi que vous ayez eu le prix du leadership. Mais on le partage. Allez, on le partage. Formidable. Bravo, hein. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous. Un grand bravo à vous. Je vais maintenant appeler Philippe Vattier pour conclure cette soirée. Philippe, c'est à vous. Cher Guillaume Pépi, cher Michael Oana et aussi cher Gérald Carcenti, nous sommes heureux de vous avoir honoré et distingué ce soir, tout simplement parce que vous le méritez. Mais nous sommes fiers aussi que désormais vos noms
soit attaché à cette première édition du prix du leadership, et le soit à jamais, puisqu'il y aura, j'espère, plein d'autres éditions. Par-delà vous trois, je voudrais également dire ma fierté pour 2 femmes chefs d'entreprise, Dominique Réniche et Delphine Ernotte-Gunchi, qui sont arrivées assez près de vous dans les votes et qui incarnent sans doute l'émergence d'un leadership féminin tant attendu. Je voudrais dire ma fierté de saluer également nos 2 jeunes créateurs d'entreprise, enfin jeunes ou moins jeunes, passionnés par leur métier, qui défendent l'emploi, qui ont beaucoup de points communs, bien sûr Jean-Marc Gaucher et Jean-Guy Le Floch. Je voudrais aussi saluer le leadership innovant, décapant d'Aline Silla-Walbaum, le leadership de continuité et de ténacité d'Hubert Seigneur et le leadership, on l'a dit, de dialogue et de réforme d'Alexandre de Juniac. Ils sont représentés dans la salle, je voudrais qu'on leur donne aussi le témoignage de notre admiration. Merci de les applaudir. Alors tout le monde évoque aujourd'hui la crise du leadership. C'est sans doute en partie vrai. Nous manquons cruellement d'hommes et de femmes capables de nous unir, de nous réunir, de nous élever, de nous faire grandir, de nous apprendre à donner le meilleur de nous-mêmes. C'est sans doute exact. Néanmoins, au cercle du leadership, nous préférons ne pas trop nous lamenter à l'envi sur ce phénomène qui est un sport national, finalement, que de se plaindre de tout. Nous préférons essayer d'agir, d'abord en essayant d'améliorer notre propre leadership. On ne sait jamais, ça peut nous arriver de nous révéler. On n'est jamais à l'abri d'une bonne surprise, c'est un peu comme au golf. Donc on essaye de travailler là-dessus. Mais on essaye aussi, c'est ce qu'on a fait avec ce prix, d'aller chercher les traces de leadership là où elles existent. Et la bonne nouvelle, c'est que nous en avons trouvé, et nous les avons trouvés, messieurs, mesdames, chez vous. Et donc vraiment, nous voulions vous remercier pour cela, vous remercier infiniment. Merci beaucoup. Permettez-moi de conclure cette soirée, et après, rassurez-vous, il y a un cocktail qui vous attend, en remerciant un certain nombre de personnes. Je voudrais d'abord remercier nos partenaires du prix. On les a cités abondamment, mais j'y reviens. Donc, management. Merci à Grégoire Silly de nous avoir fait confiance. Merci pour LCI à Eric Revel d'avoir cru en nous dès le premier déjeuner au mois d'août, alors que tout le monde était sur les plages. Merci à Annonce Paulini, à TF1, de nous avoir accueillis. Je voudrais également remercier les partenaires du Cercle du Leadership. Ils sont fidèles au Cercle depuis 5 ans. Et sans leur soutien, eh bien, tout simplement, nous ne serions pas là ce soir. Vous les découvrez derrière moi, enfin, vous découvrez leurs entreprises. Et donc, j'ai très grand plaisir à chaque fois à les saluer. Je voudrais remercier le comité d'organisation qui a donc veillé à la régularité des débats. Catherine Thomas-Etienne, Christophe Desarcy, Philippe Moreau-Chevrolet, Thierry Ress et Grégoire Silly. Et puis enfin, je voudrais remercier celles qui nous ont aidés à organiser cette cérémonie. Donc, vous avez compris que le Cercle était une entreprise modeste. Donc, nous travaillons beaucoup avec nos moyens propres. Ce sont souvent nos membres qui sont aux manettes. Et ce soir, donc, bien qu'elle exerce maintenant son activité dans le leadership partagé, c'est Alexandrine Mounier qui est revenue à ses anciennes amours de réalisation. Elle était à la régie. Bravo. Un grand bravo. Merci. Elles n'ont pas ménagé leur peine pour organiser cette soirée. Je veux citer Chantal Bonhomme du Cercle du Leadership. Viens me rejoindre, Chantal. Et Paula Rosa de TF1. Je ne sais pas. Paula est très timide. Hein. Alors Paula, il faut venir. Paula. Il faut venir, Paula. Venez nous rejoindre sur scène. Merci, Paula. Voilà, Paula Rosa. Merci de l'applaudir. Et puis, last but not least, je voudrais qu'on fasse une ovation pour celle qui a présenté cette soirée, Isabelle Gounin-Lévy. Merci.
Eh bien, maintenant, Philippe, il ne nous reste plus qu'à convier l'ensemble donc des personnes qui sont montées sur scène pour immortaliser, on va dire, l'événement par la traditionnelle photo, on va dire. Donc, ceux qui sont intervenus également, donc tous les partenaires qui ont présenté ce soir les lauréats, merci de nous rejoindre maintenant sur scène. Merci de les applaudir. Venez, venez. Et un grand bravo à Philippe également. Chers membres, chers invités, je vous invite à remercier chaleureusement l'homme qui fait vivre le cercle du leadership depuis 4 ans, Philippe Vattier. Bravo. Merci à tous. Et donc, on se retrouve dans quelques instants juste à côté pour partager ensemble donc, le cocktail qui va nous réunir. Voilà. Photo. Donc, merci de vous installer pour la photo. Toujours un peu difficile à organiser. Voilà, merci de... Un peu de musique peut-être. Voilà. Si vous pouvez... Les dames devant peut-être, allez-y à côté de Philippe. Allez-y à côté de Monsieur Pépi, voilà. On va mettre... Voilà, rapprochez-vous, ouais, merci. Voilà, très bien. Merci de nous applaudir. Merci. Bravo. Bravo. Merci, cocktail. Bravo. Merci, cocktail. Ouais. On se retrouve tout de suite. Je crois qu'LCI voudrait vous interviewer rapidement.